Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, distingués journalistes. Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de votre mémorable visite d'État dans la région du Hambol, qui s'est tenue du 27 au 30 novembre. Et nous arrivons à l'exécution d'un exercice que vous affectionnez particulièrement. Et d'ailleurs, les journalistes vous le rendent très bien, puisqu'ils sont nombreux à se battre pour obtenir la place d'être parmi nous, avec vous, pendant toutes vos visites d'État. Ce sont au total 63 médias qui vous ont accompagné durant toute cette visite d'État. Les trois médias de service public, en l'occurrence la RTI, Fraternité Matin et AIP. 39 médias privés, imprimés et numériques. 10 correspondants régionaux. 11 représentants de la presse internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est vous qui avez la parole pour faire votre propos liminaire. Et puis, bien sûr, les journalistes se donneront à cœur joie pour quelques questions. Je dis bien quelques questions, puisque le Président de la République a un engagement du côté de Mankono tout à l'heure. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président d'institution, Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers frères et sœurs, comme l'a dit Sidi Touré tout à l'heure, nous avons effectué une visite d'État de 4 jours dans le Hambol. Cette visite a connu un peu de retard parce que quand le point m'a été fait, j'ai vu qu'il y avait tout de même un retard considérable dans cette région et j'ai demandé au Premier ministre de faire le maximum d'investissement, de combler un peu ce retard avant que nous fassions la visite. Elle a d'ailleurs été reportée à plusieurs occasions et maintenant elle est faite et moi j'en suis particulièrement heureux. Et j'ai senti que les populations également étaient enchantées. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé la visite d'État le mercredi 27 novembre. Je suis arrivé dans la matinée. Nous avons tenu le conseil des ministres à la préfecture de Kachola. Et au cours de ce conseil, d'importants textes ont été adoptés. Je crois qu'il y a eu un compte rendu du porte-parole du gouvernement. Mais il y avait un projet de loi organique portant statut des parlementaires, c'est quelque chose qui manquait. Et le nouveau président du Parlement a fait un peu le tour de la sous-région, le Sénégal et d'autres pays, pour voir ce qui est en place et a fait des propositions. Et par conséquent, cette nouvelle loi, je crois qu'elle a même été adoptée par le Parlement, si je ne me trompe, ou en tout cas, elle a été envoyée au Parlement. Ensuite, on a un projet de loi important que je voudrais signaler, surtout pour le genre, qui concerne un projet de loi relatif au nom, qui autorise désormais, sur la base du principe d'égalité entre l'homme et la femme, que la conjointe peut faire adjoindre son nom à celui du père. Bon, c'est une évolution importante. Par exemple, ma fille s'appelle Fanta Catherine. Si elle épousait le fils d'Amadougon, bon, donc bien qu'on n'aime pas beaucoup les noms Koulibaly, donc elle s'appellerait Fanta Catherine Ouattara Koulibaly. Et on trouvait que c'était normal, parce que si ce n'était pas le cas, elle s'appellerait seulement Fanta Catherine Koulibaly et le nom Ouattara serait abandonné avec le temps. Et donc je trouve, et Amadou était tout à fait d'accord avec moi, que nous pourrions faire ça. Blague à part, c'est quelque chose de très important. C'est dire que la femme existe autant, l'épouse, tous les deux conjoints sont à égalité. Maintenant, il leur appartient de prendre la décision. Elles peuvent décider de ne pas le faire et de laisser le nom de leur conjoint, ou le conjoint peut décider de ne pas faire porter son nom et de le faire par la conjointe.
Donc ça, c'est un texte important. Tout ça, c'est dans le cadre de l'amélioration du genre et de l'égalité entre hommes et femmes. Et il y avait d'autres textes, mais je suis sûr que le ministre Sidi Touré vous en a fait état. Dans l'après-midi, nous avons procédé à la mise sous tension du quartier moderne de Kachola. Quand même, ce quartier fait 3700 habitants, d'un coût de 284 millions de francs CFA. Et là, la population en était très heureuse. Et j'ai d'ailleurs vu qu'il y avait le père de Vecchio qui était là, ainsi que l'ancien responsable de sécurité du président Oufouette. Le jeudi, c'était l'étape de Niakara Mandougou, qui est abrégée à Niakara. Dans la matinée, nous avons fait la mise en service de l'extension du réseau d'adduction d'eau, d'adduction en eau potable de la ville de Frona, qui fait 21 700 habitants, d'un coût de 140 millions de francs CFA. La mise sous tension du village de Darako-Kaha, avec 6 000 habitants, d'un coût de 175 millions de francs CFA. La mise sous tension des quartiers Calais et de Fongui, et la rencontre avec les populations au stade Nalobamba de Niakara. Donc ce fut également une matinée très chargée, très fructueuse et très appréciée. Dans l'après-midi, nous avons eu ici même à Kachola la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels, les guides religieux de la région du Hambol à Kachola, et je crois que la télévision nationale a passé quelques séquences. Voilà donc pour l'après-midi du jeudi. Hier, vendredi 29 novembre, c'était l'étape de Dabakala. Dans la matinée, nous avons procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satamasokura-Bassawa pour 84 km de bitume. Et nous prévoyons 36 mois de délai d'exécution. La mise en service du poste de transport d'électricité au quartier d'Abalakoron pour une capacité de 225 kV pour un coût de 6 milliards de francs CFA. Et bien sûr la rencontre avec les populations au stade de Dabakala. Alors l'après-midi, nous avons eu la cérémonie de remise des dons et chèques du FAFSI aux femmes de la région du Hambol, présidée par le Premier ministre. Et moi, j'ai procédé à la pose de la première pierre du CHR de Kachola pour 35 milliards de francs CFA. Les travaux démarrent au début de l'année 2020 et je pense que l'exécution sera d'environ 18 mois. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous êtes tous là, c'était l'étape de Kachola. Nous nous sommes rendus d'abord à la résidence du premier chef d'état-major de la République, chef d'état-major général, le général Thomas Daquin, où nous avons pu saluer la famille et nous incliner donc dans le caveau. Et plus tard, nous sommes allés à la rencontre avec les populations au stade Ouattara Thomas Daquin de Kachola. Donc voilà, mesdames, messieurs, ça a été une belle visite. Vous étiez présents, je crois, dans la plupart de nos déplacements. Je vous en remercie. Et il a fait très chaud, notamment jeudi et vendredi. Je pensais d'ailleurs qu'il allait pleuvoir, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je constate qu'il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Et je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir vous dire que moi, j'ai été particulièrement ému par tout ce que j'ai entendu. Aujourd'hui aussi, très, 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 très heureux de voir que donc mes parents donc du Hambol ont montré autant de reconnaissance et de gratitude à mon endroit. Comme vous savez, Kong est pas loin d'ici. Et de nombreux ressortissants de toutes ces villes, Niakara, Dabakala comme Kachola, viennent de Kong. Donc je voudrais remercier les populations pour l'accueil, pour l'attention, pour l'hospitalité. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, le gouvernement, le comité d'organisation, tous les responsables du Hambol, que ce soit
le président de région, les députés, les maires, tous qui ont participé de manière fort efficace à l'organisation de cette visite d'État. J'ai un peu perdu la voix. C'est pour cela, Sidi, qui a été mon chef de cabinet, c'est bien que me connaît bien et il vous propose d'être bref et que nous puissions essayer de limiter le nombre de questions. Je compte sur vous pour que nous puissions le faire. Monsieur le Président, une question qui continue de faire des vagues, notamment au niveau de l'opposition, c'est la question sur la CEI. Sur la commission électorale indépendante. Est-ce que cette CEI en place actuellement organisera les élections à venir? Très très bref, c'est évident. Vous savez, nous avons des institutions. Le gouvernement a fait des propositions, a discuté avec les partis politiques pendant 6 mois. Ce projet de loi a été envoyé à l'Assemblée nationale qui l'a adopté. Et maintenant, c'est devenu une loi. Nous avons informé l'Union africaine. Cette CEI, d'ailleurs, qui est plus équilibrée que la CEI qui a organisé les élections de 2015, organisera les élections de 2020. Pas de retour en arrière sur quelques sujets que ce soit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je suis Armand de Pélas, du groupe Olympe. Je conviens avec vous de quel groupe Olympe, Soir Info. Groupe, ah oui, moi je ne connais pas le groupe Olympe. Hein. Dites de Soir Info, d'accord. Non, je conviens avec vous que cette visite a été belle. L'apothéose a été également très belle. Mais au cours de ce meeting, vous avez marqué votre volonté de voir en retrait de toute candidature les gens de votre génération. Vous avez dit qu'il est temps que cette génération comprenne qu'elle doit se retirer, elle doit se mettre en retrait. Mais par cette posture, Monsieur le Président, est-ce que vous ne donnez pas le sentiment aux Ivoiriens que vous placez votre volonté au-dessus de la Constitution? Par ailleurs, Monsieur le Président, votre gouvernement a écrit à la CPI pour lui demander de maintenir en détention Laurent Gbagbo qui a été acquitté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez expliquer aux Ivoiriens ce qui a motivé cette saisine? Je vous remercie. Bien, je vous remercie pour la question de candidature. Je crois qu'il faut bien écouter quand on parle. J'ai suggéré que les gens de ma génération pensent à la nouvelle génération. Vous savez, moi j'ai été élu il y a 10 ans et je vois le travail que je faisais il y a 10 ans, l'énergie que j'avais. 10 ans après, je n'ai plus la même énergie. Nous devons donner à notre pays le maximum d'énergie pour exercer la fonction de président de la République. Et je peux vous dire que parmi les gens de ma génération, je suis peut-être l'une des personnes qui a le plus d'énergie. Mais malgré cela, je suis vraiment pour le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Alors, je fais une suggestion. Mais ceux qui ne veulent pas entendre ça, mais ils ont le droit de se présenter. C'est leur droit. Moi, je ne violerai jamais la Constitution, et je l'ai dit. Et j'ai dit que je ne ferai pas d'exclusion. La Constitution est là pour gérer toutes ces questions avec le code électoral. Alors donc, il n'y a pas de volonté personnelle d'empêcher qui que ce soit. Je fais des suggestions. Maintenant, chacun avisera. Si les gens de ma génération considèrent d'aller de l'avant, mais la Constitution m'autorise à faire 2 autres mandats, et je pourrais faire 2 autres mandats sans aucune difficulté, parce que je suis en parfaite santé. Ça, c'est la première question. Alors, sur la CPI, je pense que c'est tout simplement de l'intoxication. Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais été associés à cette initiative des avocats. Maintenant, quand on est des avocats, on a des avocats, ils prennent des initiatives, c'est leur droit, mais les questions judiciaires, on ne s'en mêle pas. On vous l'a dit, on le répète, c'est un procès qui est en cours, il n'y a pas de raison que le gouvernement s'en mêle pour dire faites ceci ou faites cela. Donc c'était purement de l'intoxication. Le gouvernement n'a pas eu à se préoccuper de cette situation.
Bonjour Monsieur le Président, Vincent Duel de Jeune Afrique. Je voulais savoir si le président Bédié vous avait déjà dit directement qu'il souhaitait être candidat en 2020 et est-ce que c'est la raison de votre rupture? Non, je ne répondrai pas à cette question. Posez-la au président Bédié. Merci beaucoup. Philippe Couon, Afrique Presse. Excellence Monsieur le Président, pour être complet sur la question sécuritaire, ne pensez-vous pas que la construction d'un centre de formation antiterroriste en Côte d'Ivoire pourrait attirer l'appétit? Sinon, la menace djihadiste en Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, ne regrettez-vous pas d'avoir trop vite parlé concernant votre candidature en 2020? Sur la sécurité, mais écoutez, nous mettons beaucoup de moyens à protéger les Ivoiriens. J'ai expliqué un peu le Conseil national de sécurité, comment ça fonctionne, que l'indice de sécurité est aux alentours de 1, 2, 1, 3, alors qu'il était à plus de 4, même voire 5 en 2011-2012, et que ce pays est en sécurité. Les uns et les autres peuvent vaquer à leurs occupations, et nous avons renforcé tout ce qui a trait aux questions électroniques, aux questions de surveillance, aux questions de renseignement. Et l'Académie de lutte contre l'antiterrorisme est une excellente chose. C'est pour former des forces spéciales dans ce domaine. C'est ce qui manque dans nos pays. Nous avons formé 4 groupes de forces spéciales de 500 personnes chacune. Ça fait déjà 2000. Mais nous continuerons de le faire. Mais au lieu de le faire au Maroc, en France ou ailleurs, nous le ferons en Côte d'Ivoire. Et ce centre va également recevoir des personnes des régions de l'Afrique de l'Ouest et peut-être d'autres régions. Je crois que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays de la sous-région. Qu'est-ce que j'ai dit sur ma candidature? Secondo, vous avez dit que vous allez passer la main à la nouvelle génération. Aujourd'hui, vous dites que si quelqu'un de votre génération est candidat, vous serez candidat. Ça fait trop de versions. Non, non, non. Moi, je continue d'avoir la même logique. Je ne souhaite pas être candidat parce que, vous savez, j'ai un président de fonction, directeur général adjoint du Fonds monétaire, gouverneur de la Banque centrale, Premier ministre. Je n'ai jamais fait plus de 5 à 6 ans dans une fonction. Donc, j'ai des principes. Donc, mon souhait, c'est de faire, je n'aurais pas fait même 10 ans à cause de la crise post-électorale, mais j'aurais fait 9 ans et je considère que ça me suffit. Donc, ma décision, vraiment, mon intime conviction, c'est qu'après 2 mandats, il faut passer la main à une autre génération. L'année prochaine, j'aurai 78 ans. Quand j'ai pris fonction, j'avais 68. J'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on peut faire à 68 ans, on ne peut pas le faire à 78 ans, a fortiori à 85 ou à 86 ans. Alors donc, à partir de là, je dis que c'est mieux que tous ceux de ma génération décident par eux-mêmes de ne pas être candidats. Maintenant, s'ils décident d'être candidats, compte tenu de leur bilan, compte tenu de leur incapacité à avoir géré la Côte d'Ivoire, mais en ce moment-là, je trouverai une autre solution, y compris celle de continuer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'y aller. Bonjour Monsieur le Président, je suis Fabrice Tété, quotidien Le Temps. Monsieur le Président, vous avez dit dans un meeting que vous avez fait un bon rêve et que vous voulez que ce rêve se réalise. Ce rêve, ça dit que ce rêve-là, c'est un de vos candidats qui a été élu en 2020. Oui, je peux vous répondre, c'est bien ça. Donc voilà. Donc le RHDP continue pas seulement en 2020 ou 2025, mais bien au-delà. Voilà, merci. Monsieur le Président, oui. Je suis Romaric Sako du quotidien Le Sort Ivoirien. Et j'ai une préoccupation. La fois passée, au moment où vous vous entreteniez avec les chefs traditionnels et les cadres élus, vous avez parlé comme ça du parrainage des candidatures. Alors, on sait qu'il y a 2 sortes de parrainage. Il y a le parrainage des citoyens et puis le parrainage des élus locaux nationaux. Alors, lequel de parrainage souhaiterez-vous que le code électoral prenne en compte en Côte d'Ivoire en 2020? Je vous remercie. Voyez-vous, nous avons une manière de gérer l'État de Côte d'Ivoire, elle est totalement démocratique.
Moi, j'ai un certain nombre d'idées, moi-même, le vice-président, en tout cas au niveau de la présidence, mais je les transmets au Premier ministre, qui doit maintenant les faire étudier par le gouvernement. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement va proposer. Je pense que ce serait bon d'avoir le parrainage des candidats. Maintenant, est-ce que c'est les citoyens, ça veut dire la liste électorale, ou bien c'est les élus? Vraiment, je ne peux pas vous le dire. C'est le gouvernement qui va voir ce qui se fait ailleurs, quels ont été les résultats, est-ce que... et puis nous fera des propositions, et si je dis on va de l'avant, le Conseil des ministres l'examine, et puis ensuite ça s'en va à la commission électorale pour avis, avant d'aller à l'Assemblée nationale. C'est de même que pour la caution. Pour la caution, moi je suis personnellement favorable à une caution de 200 millions de francs CFA. Mais ça, je peux vous dire, quand j'en ai parlé au Premier ministre, au ministre secrétaire général de la présidence, ils ont estimé que bon, c'était peut-être passé de 20 millions à 200 millions, ça faisait beaucoup, mais je dis, mais ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, même 40 ans bientôt. Si vous transformez ces 20 millions avec le taux d'inflation, on devrait être au-delà de 200 millions de francs CFA. Peut-être c'est le banquier qui raisonne. Alors moi, je trouvais que c'était 200 millions, ce serait une très bonne chose. J'en ai parlé d'ailleurs aussi au président de l'Assemblée, au président du Sénat. Bon, tous me disent que 200 millions, c'est un peu. Parce que si c'est 200 millions pour les présidentielles, ça veut dire les législatives, les sénatoriales, les mairies, tout ça doit évoluer. Pas à ce niveau-là, mais en proportion. Alors, tout le monde a estimé que 200 millions, c'était trop. Bon, le Premier ministre verra ce qu'il va me proposer. Mais j'aimerais bien qu'on essaie de couper la poire en deux, Monsieur le Premier ministre. Je compte sur vous. En souhaitant que la caution passe, vous l'avez dit tout à l'heure, à 200 millions, la dernière fois vous avez dit 100 millions, et en souhaitant qu'il y ait moins de candidats, n'est-ce pas être un juge dans cette élection? Il y a des cautions ailleurs, des cautions. Mais il faut des critères, mais il faut que ça suive des procédures. Ce n'est pas ma volonté personnelle, je vous dis ce que je souhaite. Le Premier ministre peut-être va proposer 100, 150, peut-être l'Assemblée va dire c'est trop, va réduire à 50, etc. Non, c'est une idée. Ce que je veux, qu'on puisse présenter à nos concitoyens des choses crédibles et que la campagne, le temps de télévision étant égal, etc., que la campagne soit vraiment une occasion de dire ce que l'on a fait par le passé, ce qu'on a comme programme, comment on va le mettre en œuvre, comme moi je l'ai fait en 2010, surtout en 2015, avec d'autres candidats. Mais s'il y a 10 candidats, voyez-vous, madame, c'est pas raisonnable. Donc c'est pas, je ne vais pas empêcher ou, disons, c'est pas antidémocratique. Et j'espère d'ailleurs qu'avec le temps, ce pays aura peut-être 2 grands partis. Donc il y a le RHDP, je crois savoir qu'il y a une plateforme, je ne sais pas comment elle s'appelle, coordination de quelque chose, peut-être. Alors, peut-être que là, ça fera un autre parti, et puis qu'il y aura 2 candidats. Un candidat des progressistes, des rénovateurs, des modernes, et puis un candidat des nostalgiques, etc. Et comme ça permet aux Ivoiriens de bien choisir, de voir qui peut faire quoi. C'est tout, madame. Je ne cherche pas à exclure. Mais vous savez, j'ai été exclu. Donc, je vous ai dit, vous ne pouvez pas savoir, quand il y a des mensonges pour vous exclure, comment ça blesse la dignité de quelqu'un. Bon, mais c'est du passé. Donc, je n'exclurai jamais quelqu'un. Je ne ferai pas de loi pour exclure qui que ce soit. Ouais. Vous avez rencontré le président Macron dans ce mois, je crois en France, et une visite officielle est prévue en Côte d'Ivoire dans les semaines à venir. Est-ce que vous pouvez mieux nous situer le cadre de cette visite? Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous remercie. Effectivement, nous avons eu un tête-à-tête. C'était quand, Amadou? C'était le jeudi, hein? Le jeudi de la semaine dernière. Et on a passé en revue beaucoup de choses, y compris sa prochaine visite officielle. Nous avions les dates antérieures, c'était les 10 et 11. Mais vous savez, il y a beaucoup d'événements en France dans la semaine du 5 au 12. Donc ça s'est décalé un tout petit peu. Mais j'ai les nouvelles dates, mais je laisse le soin donc au communiqué des deux présidences de l'annoncer. Ce sera avant la fin du mois de décembre.
Je vous remercie. Bien, je vous remercie, mesdames, messieurs.